Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans l'invité marketing, j'ai le plaisir de recevoir Geoffrey Guichard, qui est programme manager chez Marigold. Bonjour Geoffrey. Bonjour Barbara, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, le thème de cet épisode aujourd'hui, Geoffrey, c'est comment réussir son marketing automation en 2025, les bonnes pratiques. Est-ce que rapidement, tu peux nous rappeler ce que c'est que le marketing automation, juste pour pas être excluant pour celles et ceux qui nous écoutent? Oui, avec plaisir. Alors en fait, le marketing automation, ça va être différentes solutions qui vont être adaptées à différents marchés et qui vont pouvoir personnaliser au maximum l'expérience du client et pouvoir également s'adapter avec les différentes solutions qu'on va avoir sur le marché, les besoins des clients pour pouvoir justement envoyer, que ce soit des emails, des SMS, des notifications sur mobile et pouvoir également automatiser au maximum ces différentes informations qu'on va cibler sur les différents clients. Alors, on est dans le cadre de la fidélisation client et on sait qu'aujourd'hui, dans ce contexte ultra concurrentiel, c'est très important. Mais peut-être que des fois, le marketing automation, on le prend aussi pour ce qu'il n'est pas. Oui, effectivement. En fait, on va avoir souvent des clients, des prospects qui vont faire un petit parallèle entre une solution de marketing automation et une solution de CRM. Donc, il y a une grosse différence entre le CRM qui, lui, va être, on va dire, la base de données, la base de vérité, donc la source d'information sur laquelle on va se plugger au niveau du marketing automation. Donc, en fait, les solutions de CRM vont être le point central pour toutes les données qu'on va pouvoir utiliser dans le marketing automation. Alors, tu l'as dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, le marketing automation, c'est plutôt de l'email, du SMS, ou dans cette logique de relation client multicanal ou omnicanal, aujourd'hui, ça s'est diversifié? Oui, effectivement, ça va dépendre aussi du niveau qu'on va vouloir mettre en place au niveau du marketing automation. On va avoir des clients, des marques qui vont commencer sur du marketing automation et qui vont tout simplement faire du marketing automation sur de l'email et ensuite sur du SMS. Ensuite, on va avoir des cas où les marques vont vouloir aller beaucoup plus loin et vraiment personnaliser, parler à leur cible en one-to-one. Et dans ce cas-là, on va pouvoir aussi implémenter des solutions telles que le push sur mobile, le RCS, qui est une solution qui vient d'apparaître, qui va potentiellement remplacer aussi le SMS avec beaucoup plus d'informations et de pouvoir de personnalisation. Mais effectivement, on va pouvoir aller assez loin sur le marketing automation et utiliser beaucoup de canaux. Donc là, je parle vraiment des canaux, on va dire, assez classiques, que ce soit l'email, le SMS, le push sur mobile. Mais on va avoir également du marketing automation qui va être placé sur les sites web pour faire de la personnalisation web avec des recommandations de produits qui vont être adaptées vraiment à une cible spécifique, à un client spécifique quand il va arriver sur le site. On pourra aller, ou est-ce qu'on peut déjà aller jusqu'à du WhatsApp ou autre? Oui, effectivement, on a des solutions qui vont pouvoir permettre de discuter par WhatsApp et en général, donc pour le moment, les marques qui vont utiliser le système WhatsApp sont des marques, on va dire, un petit peu plus luxe, entre guillemets, qui ont un parcours client vraiment adapté, vraiment ciblé sur une personne unique avec en fait un contact unique, on va dire, entre guillemets, qui va discuter avec cette personne sur WhatsApp pour pouvoir avoir un point de contact central et effectivement avoir une expérience client qui va être très, très homogène sur tout son parcours. Ouais, ça nécessite quand même en amont pour aller sur ces canaux, d'avoir mis en place toute une politique de CM, de community management, plus poussée, en tout cas ce que tu dis, plus personnalisé que la marque qui lance ses promotions sur WhatsApp, sans que ça soit péjoratif, mais ça amène pas ensuite ce one-to-one. C'est ça, effectivement. En général, les marques vont commencer par un WhatsApp assez classique, tu l'as dit, avec des images promotionnelles ou des informations assez larges. Et ensuite, petit à petit, ils vont aller vraiment sur du one-to-one pour pouvoir parler à leurs clients. Mais effectivement, quand on commence sur WhatsApp, on reçoit souvent des informations assez classiques, assez standards, qui sont les mêmes pour tout le monde. Alors, on voit déjà de ce qu'on se dit, il y a, je suppose, différents niveaux de maturité en termes d'adoption du marketing automation. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? C'est-à-dire que si moi, je suis une entreprise avec une seule personne ou 10 personnes ou 100 ou 1000, est-ce que tout le monde peut accéder de la même façon au marketing automation? Oui, en fait, tout le monde peut accéder au marketing automation, tout le monde peut en faire à un certain degré de maturité. On va avoir effectivement des marques qui vont se lancer sur le marché, qui vont commencer à faire
des workflows qui vont être assez basiques. Donc, ça veut dire du marketing automation sur les emails de bienvenue, par exemple, qui sont on va dire, le basique, le B.A.B.A. Pour commencer du marketing automation. Le welcome pack. Voilà, le welcome pack. Et en parlant justement de ce welcome pack dont on parle depuis des années et des années maintenant, c'est effectivement quelque chose qui évolue selon la marque et selon sa maturité. Donc, au début, on va avoir un welcome pack qui va contenir un seul email, voire 2 emails, donc un email de relance sur le message de bienvenue avec potentiellement une promotion ou quelque chose qui va attirer la personne à l'achat sur le site ou en boutique. Et ensuite… Ouais, pardon, une petite précision, mais c'est vrai que souvent on dit on aime bien sur ce welcome pack, essayer de régénérer assez rapidement une seconde visite, un second achat pour générer le réflexe et l'habituation qui va pousser à la fidélisation. C'est ça, effectivement. En fait, on s'est tellement habitué maintenant à ce que les marques nous envoient des codes promo ou des offres un petit peu exclusives que dès qu'on va s'inscrire sur un site, on va s'attendre à avoir un minimum de réduction. Un 10%, ouais, ou autre. Ouais. Par exemple, un 10%. Ça, c'est vraiment les basiques. Et effectivement, maintenant, on est plus tourné vers de l'expérience entre le client et la marque sur des messages de bienvenue. Donc, au lieu d'avoir un message de bienvenue qui va avoir une réduction assez classique avec une relance si jamais la personne n'a pas acheté ou si jamais elle n'a rien mis dans son panier, on va aller sur différents messages de bienvenue. Donc, ça peut aller de 3 à 5, 10 messages selon la marque et selon sa maturité. Quand tu dis 3 à 5 messages selon le profil client? Ça peut être selon le profil client par rapport à ce qu'il va faire sur chacun des emails. Et ensuite, on peut le rebasculer effectivement sur un autre workflow de marketing automation, sur un workflow un petit peu plus basique. Par exemple, s'il a fait son premier achat au bout du 2e ou du 3e email qu'on reçoit. Et l'idée, c'est effectivement de se dire, mes clients sont des clients que je veux fidéliser. Comment je peux fidéliser? C'est également en leur montrant que nous, en tant que marque, on va penser à eux et on va effectivement leur expliquer qui on est au début. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir sur certaines marques un petit peu haut de gamme, voire très haut de gamme au niveau du luxe, où les messages de bienvenue ne contiennent pas de réduction. Donc, on ne s'attend pas en fait à avoir de réduction, mais on s'attend à avoir des messages qui vont être personnalisés, qui vont expliquer l'histoire de la marque. Et en fait, c'est ça qu'on va de plus en plus voir maintenant sur le marketing automation de bienvenue, qui permet en fait sur X email de bienvenue d'expliquer en fait tout simplement toute la marque, son histoire, comment sont fabriqués ses produits, par exemple, comment entretenir ses produits. Voilà, il peut y avoir plein de choses qu'on peut mettre en place qui vont en fait créer un lien direct avec le client ou le prospect s'il n'a pas encore acheté. On cherche donc du coup à être moins dans une logique à générer de l'opportunisme. Je prends le 10% et je m'en vais. C'est ça, exactement. En fait, les marques maintenant ont compris que oui, on attend une promotion, on attend une réduction, mais ça, c'est quelque chose qui est basique. Donc, effectivement, ça va faire partie des différents parcours, ça va faire partie des offres promotionnelles que la marque va mettre en place. Mais maintenant, les générations qu'on voit, c'est une génération qui veut discuter, comprendre comment est fabriqué son produit et comment est la marque. Et donc, ça, c'est super important de pouvoir mettre ça en place. Donc, effectivement, ça demande une mécanique de modification s'il y a déjà des welcome packs qui sont mis en place pour pouvoir justement montrer un petit peu plus la marque, l'expliquer et vraiment pouvoir parler à son client. Et ça, encore une fois, ça dépend effectivement de la maturité de la marque. Donc, si on a une marque qui commence à faire du marketing automation, elle va vouloir aller sur quelque chose qui va être assez simple. Et ensuite, ça peut être sur du 6 mois, sur du 1 an, elle va commencer à justement avoir un petit peu plus de maturité et vouloir pousser un petit peu plus, que ce soit du welcome pack ou d'autres types de marketing automation. Donc, ce que tu dis, c'est que tu vois une évolution des pratiques. On n'est plus forcément, on a pris cet exemple-là du welcome, mais de l'activation uniquement du levier transactionnel, mais d'aller au-delà, de chercher à engager, de faire découvrir la marque, d'aller clairement sur ce levier de la fidélisation client, mais pas uniquement que via la promo. Est-ce que tu vois d'autres évolutions, toi, dans les pratiques où c'est une des majeures, une des principales évolutions que tu vois? C'est la principale évolution qu'on voit sur les dernières années, le fait de remplacer petit à petit les réductions, entre guillemets, qu'on attend
par justement de l'histoire et on va le faire sur plusieurs types de workflows. Donc là, on a parlé effectivement du Welcome Pack. Typiquement, si on fait un achat dans une boutique, on va avoir potentiellement un email de remerciement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on peut voir sur certains de nos clients chez Marigold, c'est le fait justement de se dire, cette personne-là a acheté un t-shirt, une chemise, un pantalon, etc. Je vais le remercier. OK. Mais dans l'email, en plus, je vais aller mettre en place des informations sur ce produit en indiquant ce produit se conserve comme ça, il peut se laver comme ça pour pouvoir l'entretenir. Est-ce que tu disais les conseils d'entretien? Voilà. Et donc ça, c'est super important maintenant justement de pouvoir discuter avec sa marque par email, mais ne pas s'arrêter aussi. Là, on en parlait juste avant sur les différents canaux. L'email, c'est bien, il va toujours rester, on va toujours les ouvrir. On peut effectivement le faire via WhatsApp, via les RCS. Donc, on va pouvoir également faire la chose en RCS avec potentiellement des recos produits par rapport à ce qu'on a acheté avant. Donc, tout ça mis, on va dire, bout à bout, c'est vraiment un cycle complet où on va parler à la personne sur les différents canaux qu'elle va utiliser. Et ensuite, on va pouvoir amener ça également sur l'expérience site web où on va personnaliser du coup la page du site ou les différentes pages par rapport à ce qu'elle a acheté, par rapport à ce qu'on connaît d'elle, ce sur quoi elle a pu cliquer, ce qu'elle a ajouté à son panier, etc. Donc, toutes ces données, en fait, on va pouvoir les récupérer et en faire vraiment un workflow complet qui va s'adapter, en fait, automatiquement aux différents clients. Alors, on parle là déjà de premier workflow, donc de flux automatique mis en place. Donc, une action d'un client ou d'un prospect, mais plutôt d'un client, va déclencher une action de façon automatique, ce qui permet de personnaliser à l'échelle avec de gros volumes. Est-ce que toi, tu as d'autres exemples? C'est quoi ta reco sur les premiers workflows à mettre en place pour assez rapidement récolter un peu des premiers quick wins et c'est souvent encourageant ensuite pour étoffer son catalogue de workflows? Alors, les plus simples à mettre en place, les plus rapides, donc l'email de bienvenue, effectivement, l'email d'anniversaire, toute la partie remerciement et également toute la partie churn, qui est assez simple à mettre en place, qui est aussi rapide à mettre en place. Donc, typiquement… Donc, churn, c'est comment tu fais pour réactiver tes clients abandonniques? Voilà, c'est ça exactement. En fait, tu vas avoir un client ou X clients qui vont aller s'inscrire, qui vont aller sur le site web ensuite, ils ne vont rien faire pendant X jours, mois. Donc ça va dépendre aussi de la marque. Tu as des marques qui vont avoir des workflows d'anti-churn qui vont être sur un mois, d'autres sur 6 mois, d'autres sur un an. Donc ça va dépendre du produit qu'elles vendent forcément et du de la fréquence moyenne d'achat aussi sur un an, quoi. Si c'est un produit quotidien ou pas, ou par mois, ou par trimestre, par année. Exactement. Et ça, c'est un workflow qui est hyper intéressant parce que c'est un workflow qui va rattraper en général un gros pourcentage de la base et qui va éviter un churn. Et en général, dans ces emails-là, effectivement, on a une réduction un petit peu plus importante. Donc, c'est comme ça aussi que la marque peut gérer, on va dire, ces réductions. Donc, pour un email de bienvenue, on va pouvoir mettre un moins 10%, par exemple. Pour un email anti-churn, on va potentiellement faire un petit peu plus, un moins 15, un moins 20%. C'est pas bien de dire ça. On va avoir tout le monde qui dira en fait, j'attends d'être. J'aurai quelque chose de mieux. Ouais, c'est à un moment, c'est vrai qu'on essaie de passer outre ce levier transactionnel, mais dans ce contexte de pouvoir d'achat assez serré, c'est quand même ce qui reste un peu décisif. Faut juste bien doser ce que tu disais, la maîtrise de sa générosité pour une marque. On le voit sur les programmes de fidélité aussi. Bon. C'est ça. En fait, c'est ce que je disais juste avant, on s'attend maintenant à avoir des réductions partout parce que le marketing, les marques nous ont appris justement à avoir ces réductions. Et c'est ce qui change depuis effectivement quelques années maintenant. On va dire depuis 2 ans, ça commence vraiment à bouger sur cette partie-là où effectivement les marques vont plus aller sur de l'expérience et non plus sur de la réduction pour pouvoir justement mieux fidéliser un client. Parce qu'un client qui s'attend à avoir des réductions, si la marque demain, elle arrête complètement les réductions, le client va aller sur une autre marque qui est en parallèle parce qu'elle propose toujours des réductions. Donc, c'est comme ça qu'on perd en fait des clients. Donc, il faut faire un mix pour l'instant entre les emails ou en tout cas les promos, les réductions qu'on va pouvoir envoyer en faisant très attention également pour que la marque évite de perdre de l'argent pour rien. Et c'est pour ça qu'il faut bien cibler et créer différents workflows.
On peut avoir, par exemple, différents types de churn. On peut avoir des churns qui vont être chauds, donc des personnes qui vont churner sur le mois ou sur les 6 prochains mois. Donc ça, on peut l'analyser maintenant avec de l'IA. Et en fait, à ce moment-là, on va mettre une réduction qui va être beaucoup plus importante. Mais tu sais que par exemple, c'est un client ou une cliente qui vient régulièrement, c'est que tous les mois, elle fait sa petite visite en boutique, s'acheter voilà, un petit coup de cœur mode. Et puis là, tu vois que bah, typiquement, ça fait 1 mois ou 2 mois qu'elle n'est pas revenue. Donc là, tu t'es pas obligé d'attendre, on va dire, le taux de visite moyen. Tu peux, de façon personnalisée, activer en disant, tiens, là, il y a une anomalie et déclencher. Oui, effectivement. Et ça, c'est ce que certaines marques font déjà. En fait, on va avoir différentes segmentations, différents ciblages qui vont dire que ces clients-là sont des clients fidèles, donc ils achètent souvent dans la marque. Du coup, Ouais. moi, en tant que marque, je ne vais pas leur proposer de réduction parce que ça va me faire perdre de l'argent. Alors Pas que bien, c'est pas bien quand même, tu vois, parce que tu sais, c'est censé quand même tes clients fidèles, quand même eux que tu es censé récompenser, quoi. c'est toujours ça. Mais justement, en fait, la récompense, c'est l'expérience client qu'on va leur apporter. Et c'est vraiment ça, cette différence. C'est le fait de dire, c'est un client qui vient régulièrement, je sais qu'il achète. Donc, je ne lui propose pas de réduction. Mais par contre, je vais lui proposer une expérience personnalisée quand elle vient en boutique ou quand elle vient sur le site. Et en fait, c'est vraiment ce levier-là et on va dire, ce mouvement qu'il faut faire sur des clients qui vont être fidèles. Sur des clients qui ne sont plus fidèles ou qui vont partir, là, effectivement, on réenclenche les réductions, mais on peut toujours placer de l'expérience client en leur proposant un petit peu. Donc, tu parlais tout à l'heure des programmes de fidélisation. On les connaît tous maintenant. Et en fait, quand on prend une carte de fidélisation, quand on s'inscrit dans un programme, on s'attend à avoir des points, donc des réductions ou alors des cadeaux. Voilà, ça, c'est ce qu'on attend maintenant. Et là, du coup, effectivement, on tourne maintenant sur de l'expérience client. Donc, au début, on va avoir des points, effectivement, qui sont intéressants parce que ça permet de dire 1 euro égale 1 point, vous avez 10 euros de réduction au bout de 1000 points, etc. etc. Maintenant, le but, c'est de se dire, OK, on a nos clients qui ont cette carte de fidélisation. Je vais commencer à faire également des programmes qui vont être payants. Donc, on peut avoir le programme gratuit qui permet d'avoir des points, qui permet d'avoir des réductions. Un programme payant, ça ne va pas vous faire perdre des clients, en fait, selon ce que vous allez proposer à l'intérieur. Un programme qui va être à 15 euros, 30 euros à l'année, on va avoir beaucoup de clients qui vont le prendre si jamais à l'intérieur de ce programme payant, vous avez de l'expérience client. Donc, ça peut être des challenges, ça peut être sur des réseaux sociaux, des jeux concours, promouvoir la marque, choses comme ça. Et ça, on le voit de plus en plus. Ça peut être également sur TikTok, ça peut être sur Insta. On va pouvoir faire plein de choses sur du programme de feed qui va être payant. Après, les marques choisissent s'ils veulent le faire payer ou pas. Mais de ce qu'on voit, un programme qui est payant, qui est personnalisé et où à l'intérieur, on va avoir des choses intéressantes, on va justement avoir plus de clients qui vont se tourner vers ce programme payant que sur le programme gratuit. Ouais, là encore, on est sur la maîtrise de la générosité. Si je reviens sur ces différents workflows, on a dit donc bienvenue, anniversaire, churn. Est-ce que tu peux quand même aussi mettre des workflows en place justement pour récompenser tes meilleurs clients? Je dis n'importe quoi, tu as une surprise qui se déclenche au bout de 3 achats ou 3 visites. Tu peux, la personne a dépassé le palier, un palier, 1 000 euros, enfin peu importe, tu définis le palier et il apparaît quelque part. Il y a un statut qui bouge et tu peux enclencher un email automatique, vous venez de passer un nouveau levier. Bon, moi, je crois que j'ai reçu Adidas. À l'inverse, on m'a envoyé un mail, j'ai rétrogradé. Mais est-ce que tu peux aussi envoyer ça? Oui. Ouais, ça fait partie, en fait, en général, des programmes de feed où on va avoir effectivement cette information qui va nous être remontée du CRM et on va avoir le nombre d'achats, la valeur des achats. On va pouvoir également avoir toute la partie date d'achat qui va nous permettre justement de dire il a acheté X articles sur les 6 derniers mois ou sur un an, etc. Et le but, c'est effectivement de se dire je ne vais pas le laisser juste acheter mes produits, c'est très bien. Mais par contre, si je veux continuer, sans passer par de la réduction, je passe par de l'expérience client et donc de la récompense. Et la récompense, on a beaucoup de clients, donc je parle beaucoup des marques un petit peu luxe, etc., mais c'est celles qui sont vraiment en avant sur l'expérience client. Elles vont typiquement prendre les 50, 100 meilleurs clients sur une année. Elles vont leur envoyer une proposition de rendez-vous où ils vont avoir le droit de rester dans la boutique avec, je sais pas, du champagne, des petits fours, des choses comme ça, un personal shopper. Voilà, il peut y avoir plein de choses qu'on va pouvoir offrir à un client qui a dépassé un certain montant d'achat. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que les clients vont attendre. Et si jamais
vous le montrez. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est dans les programmes de feed, on a souvent soit une application, soit le compte sur le site web. On va pouvoir montrer les différentes récompenses qui peuvent être grisées, les différents challenges qui vont être automatiquement déclenchés quand on va passer un certain palier. Donc, ça peut être soit un nombre d'achats, soit un montant d'achat. Et on a certaines marques chez nous qui ne montrent pas en fait le nombre de points. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'en fait, tu vas avoir un client qui va aller faire un achat en boutique. Il sait qu'il fait partie du programme de feed, mais par contre, il ne voit pas de points sur son programme de fidélité. Il voit uniquement des déclenchements de récompenses ou des déclenchements d'expérience. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, on est plus sur je vais bientôt atteindre mes 1000 points, donc je vais avoir 10 € de récompense. Non, c'est une surprise à chaque fois. Tu dépasses des paliers automatiquement, donc via la data qu'on reçoit, et ensuite, on déclenche automatiquement des expériences, des challenges ou des offres un petit peu plus attractives. Quels sont les principaux indicateurs de mesure, donc les fameux KPI, où tu sais que ce que tu as mis en place, ça performe ou pas? On va dire qu'il y en a beaucoup qu'on va pouvoir suivre et ça dépend effectivement de ce qu'on met en place en termes de workflow. Si on parle des classiques, on va suivre les KPI sur taux d'ouverture, de clics, taux d'achat suite à l'ouverture au clic de l'email. Donc ça reste du classique. Pareil pour le SMS, on va suivre le taux de clic s'il y a un lien sur le SMS. Donc génération de trafic, génération d'achat, enfin ouverture en tout cas et ensuite génération. C'est ça, effectivement. Et ça, on va dire que c'est pour un socle un petit peu basique sur le marketing automation où on va rester sur l'univers du mail, du SMS. Ensuite, si on a mis en place des personnalisations sur le site web ou en boutique, parce qu'on peut le faire via les tablettes en boutique, on va là aller regarder typiquement les produits que la personne a vus, les pages qu'elle a vues. Donc, on va se connecter sur un Google Analytics et on va récupérer les informations ou un autre Analytics web qu'on récupère. Et l'idée, à partir de là, c'est vraiment de suivre tout son trajet, de pouvoir le personnaliser au maximum, savoir ce qu'il a ajouté à son panier, savoir s'il a abandonné son panier, ce qui permet aussi de créer le workflow d'abandon de panier, qui marche aussi très, très bien en général. Et on va avoir justement tous ces KPI web qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années, en tout cas qui ne rentraient pas dans des plateformes de marketing automation. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, on plug et on croise toutes ces données entre l'email, le SMS, donc les KPI classiques, plus le web, avec toutes les informations de visite, les temps de visite également, qui sont très importants, sur lesquels on va pouvoir jouer. Donc, on sait qu'un client reste en moyenne 30 secondes, 1 minute, 5 secondes. C'est pas beaucoup. Voilà, donc en fait, toutes ces données, on les récupère, ce qui permet vraiment de personnaliser au maximum l'expérience du client derrière. Le but, effectivement, c'est pas d'être un espion, on va dire, sur le site web, même si on récupère beaucoup d'informations. Il faut que le client accepte les cookies quand il vient sur le site, sinon on ne récupère pas ces informations. Et ensuite, on va personnaliser son expérience pour lui, pour que lui puisse revenir 10 minutes après, 1 heure après, le lendemain sur le site et voir une expérience complètement différente, une expérience personnalisée. Et ça, c'est quelque chose qui est, je ne vais pas dire simple à mettre en place, mais en tout cas, maintenant, ça se fait très bien avec différentes solutions. Est-ce que toi, tu recommandes de faire, de conserver, en tout cas au départ, une population test pour voir ceux à qui l'envoie, par exemple, quelque chose ou non, ou telle offre, ou tel message, pour ensuite déployer? Ou est-ce que finalement, on lance et on voit si ça fonctionne, si on est content des résultats, ça va? Alors, en fait, ça dépend maintenant, parce que tu vas avoir des solutions de marketing automation qui vont effectivement te permettre de faire de l'A/B test assez classique. Donc, effectivement, je mets une population sur le test A qui, lui, va recevoir des messages personnalisés ou une expérience personnalisée sur le site web. La partie B ne va rien recevoir, elle va recevoir quelque chose de classique. Et là, c'est à toi, en tant que marketeur, d'analyser si ça a fonctionné, si ça a performé, etc. Maintenant, avec l'IA sur la partie marketing automation, tout peut se faire automatiquement. Donc, tu vas avoir une IA qui va te permettre justement d'A/B tester automatiquement tous tes messages. Donc, ça va créer différents workflows, différents déclencheurs par rapport au client. Donc, à quel moment il ouvre son email ou il clique sur son SMS. Et du coup, nous, on va s'adapter justement à cette tranche horaire. On sait qu'en général, tu as X milliers de personnes de ta base qui vont ouvrir entre 8h et 10h leur email.
tu en as X milliers qui vont ouvrir entre midi et 14h. Donc, en fait, automatiquement, l'IA va envoyer au bon moment ce message. Et ensuite, à l'intérieur de ce message-là, pareil, on peut avoir une IA qui va personnaliser le contenu par rapport à ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait sur le site web, ce qu'il a fait sur ses différents messages. Donc, on arrive à la fameuse livraison du bon message à la bonne personne au bon moment. Finalement, au bout de plusieurs années, on commence à vraiment voir quelque chose qui fonctionne très bien. Mais effectivement, Ouais. c'est toujours très bien, que ce soit pour des workflows qui vont être basiques, même le Welcome Pack, il faut le tester, hein. On peut créer différentes versions de Welcome et ensuite voir lequel performe le plus. Parce que ça peut être sur de l'objet au niveau de l'ouverture, ça peut être sur du design qui peut être plus attractif sur certaines personnes. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on va pouvoir tester, qu'on va pouvoir analyser, mais effectivement, le but déjà, c'est de faire des ateliers pour pouvoir, dans un premier temps, savoir ce qu'on veut faire réellement. Donc, c'est quoi le but final de mon workflow? Est-ce que c'est générer du trafic sur le site, générer des achats, promouvoir l'expérience client, promouvoir la marque? Voilà, il y a plein de choses, plein de buts qu'on peut utiliser. Et ça, via des ateliers, en fait, on va en parler avec les équipes marketing, les équipes data aussi, parce qu'on a forcément besoin de la data pour pouvoir faire ça. Et derrière, on va adapter les différents messages. Donc, ça peut être un message pour ce workflow, ça peut être 5 messages sur différents canaux pour un autre workflow par rapport au but qu'on veut atteindre. Bon, on peut faire plein de choses sur les différents canaux. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que même si aujourd'hui l'IA, elle peut faire ses segmentations, ses ajustements à la volée, itérer et dire, bah tiens, toi, Geoffrey, tu préfères plutôt recevoir ton email. Enfin, il y a plus de chances que tu l'ouvres à 8h du matin et avec une dimension un peu plus expérientielle versus moi, etc. C'est important quand même de pouvoir cadrer en amont quels sont les objectifs, quelles sont aussi les différentes possibilités dans cette arborescence où on laisse l'IA jouer, mais qu'on puisse quand même la cadrer. Alors justement, est-ce que tu vois, toi, par rapport à ton expérience, des prérequis, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui peut être aussi justement des points bloquants? Je trouve que c'est un peu lié, mais voilà, comment on fait les choses correctement pour que ça fonctionne et qu'on ne perde pas de temps? Sinon, on peut souvent partir un peu dans tous les sens, je veux faire 50 workflows, etc. Oui, effectivement. En fait, l'équipe marketing, en général, a beaucoup d'idées. C'est son but, hein, elle est là pour ça. Et elle se retrouve avec beaucoup de freins assez rapidement quand elles veulent mettre en place les différents workflows. Le frein principal, c'est forcément la donnée qu'on va pouvoir utiliser via un CRM, via d'autres solutions qui vont être maîtres de leurs données. Mais en tout cas, dans la plupart des cas, quand on voit un frein, c'est un frein au niveau de la donnée. Ce n'est pas un frein au niveau de l'imagination de l'équipe marketing, parce que ça, elle en a et on le voit tous les jours. Mais c'est vraiment le fait de se dire, j'ai envie de faire ça, mais je n'ai pas la possibilité de le faire parce que je n'ai pas les bonnes données. Et pour ça, en fait, c'est… Ça veut dire quoi, pardon, mais ça veut dire quoi ne pas avoir la bonne donnée? Alors, la bonne donnée, ça peut être le fait de je connais mon client parce qu'il s'est inscrit, j'ai son adresse email, j'ai son numéro de téléphone, sa date d'anniversaire, des données assez classiques que la personne va donner quand elle va s'inscrire. Mais par contre, souvent les équipes marketing, si on parle par exemple de l'expérience complète de bout en bout, donc du premier envoi d'email jusqu'à l'arrivée sur le site web, etc., les trackings existent, on va dire, sur le site web, mais par contre, elles restent côté équipe data. Donc le marketing n'a pas la possibilité d'y accéder via la solution qu'ils ont chez eux en interne. Et ça, c'est souvent le cas. Donc c'est pour ça que nous, en fait, on va aussi travailler avec l'équipe data et quand on fait des ateliers, on met tout le monde autour de la table. Ça peut être très drôle, en général, de mettre les équipes data et les équipes marketing autour de la table. Plus l'IT, après, c'est bon. Voilà. C'est vraiment très drôle. Journée complète de workflow et c'est super intéressant. Mais en tout cas, c'est vraiment ça le but, c'est de se dire, normalement, vous avez toutes les données qui sont à l'intérieur de votre CRM ou qui sont quelque part. Donc, si tu n'as pas une vision de data consolidée, donc si tu travailles encore en silo, ça, c'est un réel frein. C'est un frein qui se voit en fait rapidement. On va être sur, dès qu'on va dépasser, on va dire, la maturité du Welcome Pack ou de l'anniversaire au niveau de l'email, dès qu'on va vouloir toucher à de la donnée il est parti sur le site, son dernier achat, il date de telle date. Là, à partir de là, déjà, on perd beaucoup de clients, entre guillemets, côté marque, parce qu'elles n'ont pas accès à cette donnée. Donc, c'est une donnée qui, en général, existe, qui est présente, mais il faut effectivement voir avec les équipes data, les équipes IT, comment on va pouvoir plugger tout ça sur la solution de marketing automation.
Et ensuite, le deuxième cas, donc ça c'est vraiment le premier, c'est le fait de dire j'ai ma donnée mais je n'y ai pas accès. Ça, on le voit assez souvent. Et le deuxième cas, c'est je n'ai pas beaucoup de données à utiliser. Donc ça veut dire que on va avoir des données qui vont être basiques et on va devoir acquérir de la nouvelle donnée pour pouvoir justement aller plus loin dans l'expérience client. Et donc, finalement, tu as que les données de contactabilité ou à peu de choses près ouais, et tu n'as pas réussi à collecter cette zéro first party data qui te permet de mieux connaître ton client et donc de personnaliser ensuite. c'est ça, effectivement. Et en fait, cette donnée, cette première brique de données, donc la zéro party data, c'est une donnée qui va être extrêmement importante. Mais par contre, il faut la promouvoir, on va dire, avec soin. Parce qu'un client final, quand on va lui demander ces données, il va vouloir les rendre à la marque, mais par contre, il va attendre quelque chose en retour. C'est surtout ça. C'est est-ce que si moi, je te donne toutes mes informations sur mes enfants, sur ce que je fais habituellement, est-ce que j'ai un chien, une maison, un appartement, etc. Je suis d'accord pour te la donner. Mais par contre, qu'est-ce que toi, tu vas en faire et qu'est-ce que moi, je vais recevoir derrière? Et donc, cette acquisition de données, en fait, elle peut marcher de différentes façons. Ça peut être sur, effectivement, des jeux concours assez classiques. On en voit partout. Mais ils doivent être vraiment, on va dire, marketingment parlant, très bien agencés pour pouvoir recevoir le plus d'informations possible, mais ça peut être également sur des challenges au niveau du zéro party, donc la création, on va dire, de pages où on va aller sur de la promotion de la marque, entre guillemets, gratuite, forcément, du coup, parce que c'est le client final qui va faire la promotion de la marque. Ça peut être des concours photos qui sont très intéressants aussi. On a X milliers de personnes, X millions de personnes qui tous les jours postent leurs achats, que ce soit sur TikTok, Insta, Ouais, donc sur de l'UGC. voilà. Et effectivement, cette expérience, c'est des données qu'on peut récupérer. Donc, une personne qui va poster une photo, on va pouvoir la récupérer et on peut créer, on va dire, ce challenge en disant la meilleure photo au niveau du concours aura un cadeau, aura une expérience exclusive en boutique, etc. Et cette donnée-là, en fait, elle est assez importante justement pour aller plus loin. Et ce sont des données qui sont réelles parce que c'est le client final qui va te la donner. Et c'est ça qui est très important. C'est pas toi qui vas aller chercher la donnée parce qu'il est parti sur le site, parce qu'il a cliqué sur un pull. Moi, typiquement, si je vais sur un site pour femmes, je vais cliquer sur différents produits parce que je vais vouloir faire un cadeau à quelqu'un, par exemple. Mais pour moi, ça va pas être intéressant. Et par contre, derrière, potentiellement, je vais recevoir un email avec tous les pulls pour femmes qui sont en promo, par exemple. On va te recommander des styles. C'est exactement ça. Donc, en fait, en plus de ça, de cette donnée-là, qui est, on va dire, à 80% bonne, ça va être de recevoir cette zéro partie et surtout l'utiliser. Parce qu'effectivement, moi, si je vais sur le site, je m'inscris. Donc là, je me suis inscrit, par exemple, sur le site Clarins pour la fête des mères, pour faire un cadeau. Effectivement, maintenant, je reçois des crèmes pour femmes dans mes emails. Ce qui, ok, ne me choque pas parce que moi, je suis dedans, je le connais, mais ça ne m'intéresse plus. Voilà, j'ai fait mon cadeau, c'était bien. Peut-être que je vais en racheter dans 6 mois, 1 an, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, quand je me suis inscrit… Il y a une collection, il y a une gamme homme chez Clarins, hein, tu sais. Ouais, c'est là où je vais. En fait, quand je me suis inscrit, j'ai bien dit que j'étais un homme. Ok. Mais par contre, je reçois des produits femmes. Donc, c'est pour ça Ouais, que je dis, ok. en fait, il faut utiliser la donnée que les clients finaux vous donnent. C'est ça le plus important. Ouais, si on te la donne, il faut l'utiliser. Voilà, et tu peux faire un mix des deux. Tu peux faire une segmentation où, OK, j'ai acheté des produits femmes, mais je suis un homme. Donc, dans l'email, on va avoir deux parties. On va avoir une partie produit homme et une partie en dessous produit femme, par exemple. Et ça reste assez simple à faire. Mais tu peux aussi le demander en disant par quoi vous êtes aussi intéressé, qui peut être aussi intéressant. Ouais. Si je reviens donc sur ces prérequis, en tout cas sur ce volet data, on a dit data silotée, donc pas accessible, faible volumétrie. Moi, j'en vois peut-être un troisième, peut-être sur aussi la fraîcheur, la qualité de la donnée, si tes données sont obsolètes ou si l'information remonte pas assez vite, tu peux pas, comme tu disais tout à l'heure, être suffisamment réactif. Oui, effectivement. En fait, quand on va vouloir faire du workflow, il y a deux types de workflow. Donc, le Welcome Pack, je reviens sur celui-là parce que c'est le plus basique. Le Welcome Pack qui est un email qui est envoyé normalement un jour après. Ouais. Et il peut également être envoyé en temps réel. Donc, il y a deux Ok. types
de synchronisation qu'on va pouvoir faire. Et ça dépend du workflow et ça dépend de ce qu'on veut faire et du but qu'on veut atteindre. Donc, typiquement, un workflow qui va être envoyé à X jours après, c'est un workflow où on va recevoir toutes les nuits un fichier de l'équipe IT, de l'équipe data, qui va nous dire, bah voilà, ça, c'est toutes les personnes qui viennent de s'inscrire, c'est toutes les personnes qui viennent d'acheter, etc., etc. Et le lendemain, ça déclenche un email. Si on veut faire de l'expérience temps réel, là, on va se connecter par API. Donc, ça demande un petit peu plus de développement côté équipe IT et équipe data. Mais par contre, la fraîcheur de la donnée va être en temps réel. Donc, on va recevoir toutes les informations et on va pouvoir justement déclencher différents triggers, donc différents emails sur ce type de données. Ensuite, on peut parler de fraîcheur au niveau aussi des données que le client nous donne. Donc, ça peut être typiquement les informations. Je vais prendre l'exemple sur des marques qui sont dans la partie maison, dans la partie bâtiment, dans la partie construction ou type Castorama, Leroy Merlin, etc. Moi, je vais aller sur le site, je vais commander une nouvelle cuisine, par exemple. 6 mois après ou X jours après, je n'ai pas besoin de recevoir un email qui contient des cuisines parce que je viens de l'acheter. Et donc, cette fraîcheur, il faut la surveiller. Il faut surtout en faire bon usage parce qu'effectivement, au lieu de recevoir un email sur voici nos cuisines en promo, alors qu'il y a 2 semaines, j'ai acheté une cuisine plein pot. Ça, c'est très énervant. Cette donnée-là, en fait, on l'utilise, on la croise avec ma date de dernier achat, mon type de produit que j'ai acheté. On l'a parce que j'ai acheté en boutique, j'ai acheté sur le site web. Donc, on a cette donnée qui est agrégée chez nous. Et du coup, on va, au lieu de lui proposer la cuisine, on va lui proposer potentiellement ce qu'il n'a pas acheté. Donc, si j'ai acheté la cuisine avec, je sais pas, avec un plan de travail. Un égouttoir, les accessoires. Du coup, on va me proposer des chaises de bar ou des choses comme ça. Voilà, en fait, on a toute la donnée, mais on va dire que beaucoup de marques n'utilisent pas la donnée à leur plein potentiel. Donc, ça amène un 4e point qui est finalement aussi cette data intelligence, c'est-à-dire qu'on a de la donnée brute, mais il est aussi opportun, on va dire, et pertinent, même important, d'aller créer des indicateurs qui te permettent ça. C'est-à-dire que ta donnée, j'ai acheté, mais je suis un homme et j'ai acheté des produits pour femmes. Enfin, après, tu as le droit de mettre des produits pour femmes. Hein. On est dans une époque aujourd'hui très fluide. Mais de pouvoir créer un indicateur cohérent, pas cohérent, puis si pas cohérent, qu'est-ce qu'on fait? Ou j'ai été consulter des cuisines, achats transformés, oui, non. Et de pouvoir créer un 3e indicateur qui agrège ces 2 données-là, c'est ce qui va te permettre de créer d'autres workflows. Et là, finalement, on est dans un niveau de maturité plutôt high level. C'est ça, exactement. Et en tout cas, pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est vraiment les marques haut de gamme, luxe, qui sont sur ce niveau-là, donc qui utilisent les données, on va dire, à 90%. Rien n'est jamais parfait. Et c'est surtout, tout évolue tous les jours. Donc, un workflow qui va être acquis maintenant, aujourd'hui, que je mets en place pour de l'expérience client, il ne faut pas que je reste dessus pendant X années. Ça veut dire que selon les mouvements, on va dire, de la base de données, selon les clients finaux qu'on peut avoir, 6 mois après, 1 an après, le workflow, il faut que je le réanime. Donc, c'est-à-dire soit modifier des designs, modifier les contenus. Voilà, en fait, il ne faut pas se dire que j'ai mis le workflow en place sur de l'expérience client ou même sur l'anniversaire ou le welcome pack. C'est là, il fonctionne, je le surveille tous les jours pour voir si je n'ai pas des ouvertures, des clics, des achats qui baissent justement par rapport à mes différents workflows. Et en général, nous, ce qu'on conseille, c'est effectivement de faire des ateliers 1 ou 2 fois par an pour vérifier les différents workflows et voir un petit peu ce qu'on peut faire et ce qu'on peut améliorer, surtout par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Une question aussi, Geoffrey, c'est, on parle aujourd'hui, là, depuis tout à l'heure, beaucoup de marques, etc. Mais est-ce que le marketing automation, c'est quelque chose qu'on peut déclencher à l'échelle locale, à l'échelle du magasin, de la concession automobile? Enfin, est-ce que ça peut nourrir aussi le marketing local? Oui, en fait, on a beaucoup de clients qui font donc, ce qu'on appelle le marketing distribué, le marketing local. On a des clients qui vont avoir la main, donc typiquement les boutiques, les centres, etc., qui vont avoir la main en fait pour créer eux-mêmes leur activité marketing.
on va pouvoir leur donner sur différentes solutions des templates qu'ils vont pouvoir utiliser, que ce soit sur de l'email, du SMS, des choses comme ça. Et ils vont en fait tous les jours ou une ou deux fois par semaine promouvoir leur boutique par rapport à ce qu'il se passe dans leur boutique. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, la donnée que eux vont avoir au niveau local, c'est la donnée de leurs clients. Parce que quand un client va en boutique, il a forcément soit un code boutique, soit le nom de la boutique qui lui est rattaché quand il s'est inscrit. Et ça, en fait, cette donnée, ça va aussi permettre à la marque au niveau local de se dire, j'ai un événement qui se passe dans ma boutique, je vais cibler soit tous mes clients de la boutique, ou alors je vais prendre mes clients de cette boutique-là et je vais prendre ceux qui ont un panier moyen de X euros pour être sûr en fait d'avoir des clients qui vont venir à l'événement et qui vont potentiellement aussi acheter. Et effectivement, le marketing local marche très, très bien. Il y a différentes solutions de le mettre en place. Soit, comme je l'ai dit, on laisse la main à l'équipe locale, ou alors si l'équipe locale n'a pas le temps ou n'est pas en condition, on va dire, de faire du marketing automation, on a aussi les équipes globales qui gèrent le marketing distribué pour les équipes locales. D'accord. Ça, c'est quand même une force parce qu'on sait que c'est le magasin qui est à côté de chez toi, dans lequel tu as l'habitude d'aller. Donc, forcément, dans cette guerre de l'attention, quand c'est quelqu'un que tu connais ou c'est plus humanisé qui te parle, tu as plus de chances justement de capter cet intérêt. C'est ça, exactement. Et ça, c'est vraiment super important. C'est le point fort, on va dire, justement de la donnée, en fait. C'est se dire, je vais cibler les personnes qui vont m'intéresser en premier pour éviter, de perdre de l'argent, parce que marketing automation, L'optimisation des coûts. et on reste toujours effectivement sur l'optimisation à chaque fois. Il faut toujours penser à ça. Ce n'est pas forcément le fait d'envoyer X milliers d'emails à toute ma base qui va me permettre de générer beaucoup plus. Parfois, on va juste segmenter, on va cibler les bonnes personnes et on va générer beaucoup plus que ce qui était prévu. Peut-être une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. Vous, chez Marigold, quelle est la solution, quelles sont les solutions qui permettent justement de mettre en place ou d'optimiser son marketing automation? Sur Marigold, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de solutions qui permettent de faire du marketing automation selon différentes façons. Donc, on va avoir la plateforme qui va s'appeler Engage Plus, qui permet effectivement de faire un marketing automation qui va être assez poussé. On va avoir une plateforme qui s'appelle Engage, donc également qui permet typiquement de faire du RCS, du WhatsApp, des choses comme ça. On va avoir également une solution de fidélisation, donc on appelle Loyalty, qui permet là de mettre en place un programme de fidélisation qui va être complet, qui peut être soit au niveau d'un pays, soit au niveau de plusieurs pays, donc au niveau de l'international, et qui peut être géré sur une seule et unique plateforme par une seule et unique équipe, ou alors qui peut être géré par différentes équipes dans chacun des pays. Et on va avoir différentes solutions qui vont pouvoir personnaliser le site web. Donc, on va avoir Site et Recommend qui permettent de faire de la bannière personnalisée sur le site web, qui permettent de faire de leurs coproduits. On va également, on parlait tout à l'heure de l'acquisition de données. On a une solution qui s'appelle Grow, qui permet en fait de créer des expériences sans avoir besoin de notions, on va dire, de code ou de notions techniques. Donc, c'est simplement des designs et des templates qu'on va utiliser, un petit peu le style de Canva. Du coup, le marketeur va assez rapidement créer son expérience et pouvoir le mettre en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans un email, sur une page web, etc. Donc, on a différentes solutions en fait qui permettent normalement, on va dire, pour la plupart des clients, d'aller du point A au point Z pour toutes les solutions, tous les cas d'usage qu'ils vont vouloir mettre en place. Comment on sait, comment je sais, moi, si je suis une TPE ou un grand groupe, ou si j'ai déjà, par exemple, un outil de marketing automation en place, quelle solution me convient le mieux? Est-ce que ça va fonctionner par audit et atelier ou comment ça se passe? Alors, un petit peu la même chose que tout à l'heure, ça dépend des marques, ça dépend de la maturité déjà qu'elles vont avoir. Effectivement, si on est sur une TPE qui existe depuis peu de temps, on va prendre une solution du marché qui va être assez simple, assez basique, qui va nous permettre rapidement de mettre en place les premiers emails, SMS, les workflows, etc. En général, ça peut durer 1 ou 2 ans. Donc, on reste sur cette solution qui est un petit peu classique. Et on voit vite, du coup, les limites derrière quand on va vouloir mettre des workflows beaucoup plus personnalisés ou de l'expérience. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, que ce soit pour les TPE,
PME, enfin n'importe quel type d'entreprise, moi, mon conseil, c'est effectivement de se poser avec l'équipe marketing en interne, de se poser avec les équipes data, les équipes IT, donc essayer vraiment de mettre tout le monde sur la table parce que même si en général, c'est l'équipe marketing qui a la main sur le choix de la solution, il faudra toujours intégrer les équipes data et les équipes IT, soit pour la validation technique, soit pour dire effectivement, ça, on l'a déjà, donc c'est une solution qui potentiellement ne va pas être utile. Donc, il faut toujours se poser déjà en interne. Après, effectivement, faire un cahier des charges sur les principaux buts de la solution marketing qu'on veut mettre en place. Toujours pareil, hein, les KPI, le retour sur investissement, etc. Ensuite, au niveau du marché des solutions marketing, il y en a beaucoup, on le sait. Voir un petit peu ce qui est le plus intéressant, faire le tour dessus. Il ne faut pas hésiter à contacter les solutions de marketing automation. Forcément, vous allez avoir un très bon contact avec un commercial qui va vous montrer la solution, qui va vous montrer ce qu'il faut faire. J'ai par le passé, moi, été avant-vente. Donc, je m'occupais justement d'aller voir les prospects, de répondre à des appels d'offres, etc. Donc, je sais comment ça se passe. Effectivement, l'équipe marketing, il faut absolument qu'elle sache ce qu'elle veut réellement. Parce que en tant que commercial ou avant-vente, on est très fort pour vendre du rêve. C'est notre but, c'est notre rôle. On ne ment pas, mais on vend du rêve. Et il faut vraiment que l'équipe marketing pose des bonnes questions à chaque fois. Et c'est ça qui va être très intéressant. C'est ne pas juste rester sur la surface des belles choses, on va dire, de ce que peut faire la solution marketing, parce que n'importe quelle solution marketing, quand on regarde, elle peut tout faire. Voilà, parce que maintenant, en fait, on ne va pas uniquement envoyer des emails, des SMS, etc. On va vraiment faire de l'expérience client de bout en bout. Donc, il faut avoir une solution marketing qui peut se plugger sur n'importe quel canal ou alors, en tout cas, dans la roadmap qui pense justement à l'avenir et qui pense également à toute la partie intelligence artificielle et de la bonne manière. Voilà. Et ce que je préconise également, il y a plein de choses, c'est vraiment hors, on va dire, contexte. J'envoie mes messages, je vais récupérer de l'argent également. On utilise l'IA, on l'utilise beaucoup. Il faut également penser à l'empreinte carbone qu'on a. Donc, il faut aussi avoir cette partie, on va dire, entre guillemets, d'intelligence. Mesure d'impact. Voilà, sur la mesure d'impact de chaque solution marketing. C'est comment elle met en place son IA, comment elle est gérée, parce que l'IA, ça demande beaucoup de ressources. Et donc ça, c'est une partie, on va dire, qui doit être mise en place, soit dans les appels d'offres, soit dans les cahiers des charges. Ouais, est-ce que vous vous accompagnez sur cette partie, justement? Parce que moi, j'ai pas... Enfin, quand on a dit on veut des quick wins, on veut pouvoir mettre les solutions assez rapidement et simplement. Et là, tu vois, sur la fin, tu me dis, ah ouais, là, il faut faire un audit. Faut aller... Enfin, est-ce que c'est possible que cette phase de setup, elle soit quand même assez easy, facilitée, où tu peux être accompagné, que ça prenne pas un an ou des mois? Est-ce que ça, c'est possible chez Marigold de, voilà, assez rapidement avoir un audit, une première orientation, premier cahier des charges, sans que ça prenne des mois? Et parce que souvent, on se dit voilà, que ces projets-là, ça peut être lourd sinon à mettre en place et sinon, on ne fait rien. Oui, ouais, effectivement. En fait, ça, c'est vraiment le but derrière des équipes qu'on va avoir chez nous. Donc, effectivement, l'avant-vente va conseiller, va montrer ce qu'on peut faire. Et ensuite, on va regarder un petit peu le cahier des charges, en tout cas les idées de l'équipe marketing. Il n'y a pas forcément besoin de faire un appel d'offres complet qui peut durer effectivement X mois au final pour la décision. On peut partir sur quelque chose d'assez simple et on peut faire également des lots de mise en place. Donc, on peut faire un premier lot qui va être assez rapide, en quelques mois, il est mis en place sur la solution marketing. Et ensuite, on prépare les différents lots. On a des clients où on fonctionne comme ça et on est sur des mises en place en 3 mois. Mais par contre, suite à ça, donc ils sont live, ils font leur marketing automation, ils envoient leur campagne, etc. Mais on continue de travailler avec eux sur les différents cas d'usage qu'ils doivent mettre en place, qui étaient prévus à la base. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Geoffrey. Est-ce que si on veut plus d'infos, vers où tu nous renvoies, moi et celles et ceux surtout qui nous écoutent? Alors, vous pouvez aller sur le site web de Marigold. Donc, c'est meetmarigold.com. Donc, meet.marigold.com. Et comme ça, vous aurez les informations et vous avez une page aussi de contact. Et si effectivement, vous connaissez déjà quelqu'un qui est chez Marigold, vous pouvez aussi le contacter directement.
Eh bien, parfait. Moi, je remettrai également le lien dans la description YouTube et podcast aussi pour que vous ayez les deux. Et si vous avez encore un doute, vous pouvez aussi me contacter directement et je transmettrai aux équipes. Encore un grand merci, Geoffrey. Merci à vous qui nous avez écoutés ou regardés. Si vous avez apprécié ce podcast, cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des étoiles, un pouce. Et nous, on se retrouve bientôt pour eh bien, une nouvelle actu marketing et de nouveaux invités marketing. Bonne journée. Merci Barbara, bonne journée.